cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une bonne question que se pose Madame Saké. Faut-il avoir peur de la dette ? La réponse à cette question est évidemment oui, ce qui fait que nous allons pouvoir nous arrêter là et que nous avons donc la vidéo la plus courte de ma chaîne. C'est super! En réalité, cette vidéo de Madame Saké est une bonne opportunité de parler de la dette publique et surtout des deux grandes solutions qui sont proposées. L'une des deux étant évidemment beaucoup plus pertinente que l'autre. Mais avant ça, posons-nous une question. Que vaut la vidéo de Madame ? Eh bien, tout d'abord, sur les faits, c'est mauvais. Illustration. Or, la France emprunte aujourd'hui de l'argent sur les marchés financiers à taux 0 à court terme et à 0,05% sur 10 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, fourni gentiment par la Banque de France, nous empruntons à taux négatif depuis bientôt 1 an. Donc moins de 0,5%, si vous posez la question. Rappelons que cette vidéo a été écrite en collaboration avec le collectif des économistes atterrés et en particulier avec l'économiste Danny Lang, qui enseigne à la Sorbonne, paraît-il. Donc si un étudiant de ce monsieur voit cette vidéo, il aura une idée de ce que valent ses cours. À mon avis, pas grand-chose, étant donné qu'il n'est pas capable de vérifier des données en libre accès. Bon, au niveau des faits, c'est pas trop ça. Mais peut-être que le raisonnement est pertinent. Non, pas plus en fait. Illustrons ça. La dette est remboursable si le taux de croissance économique, donc l'augmentation de la richesse, est supérieur au taux d'intérêt que l'État paie sur sa dette. Si la richesse augmente plus vite, les recettes de l'État augmentent plus vite aussi, et donc il n'y a pas de problème pour payer les intérêts. Bon alors il y a juste un petit problème avec le raisonnement qui vient de nous être exposé, c'est qu'il est totalement faux. C'est un détail qu'on ne peut pas ignorer. Prenons un exemple très simple, en utilisant uniquement des multiples de 10 pour que tout le monde puisse comprendre. Imaginons que nous avons un PIB de 10, avec une croissance, on va être fou, de 100%. On est des malades! Pardon, je me suis un petit peu emballé. Et on va s'imaginer que l'État prend 100% du PIB, la totalité de la richesse produite. C'est incroyable. On va aussi imaginer que l'État n'a rien d'autre à payer que ses dettes. L'État dispose donc de 20 pour rembourser ses dettes. Et cette fameuse dette, imaginons qu'elle est de 1000. Vous me direz, 1000 c'est beaucoup, c'est quand même 100 fois le PIB. Effectivement, sauf que Madame nous a dit... L'important pour savoir si la dette d'un État peut être remboursée, ce n'est pas le ratio dette publique-PIB. Donc si ce n'est pas important, eh bien, moi je peux le négliger. Logique. Donc nous avons une dette de 1000. Et nous allons fixer notre taux d'intérêt à 10%, soit 10 fois moins que le taux de croissance. Les emprunts d'État ne fonctionnent pas comme les crédits immobiliers. Pour les emprunts d'État, on calcule l'annuité d'une façon très simple, on multiplie le montant de la dette par le taux d'emprunt. Le capital est supposé être remboursé à la fin de l'emprunt en une fois. Pour garder l'explication simple, on va s'imaginer qu'aucun prêt n'arrive à terme, et que donc nous n'avons qu'à rembourser les intérêts d'emprunt. Ce qui signifie que nous devons donc rembourser 1000 multiplié par 10%, soit 100. Nous avons donc 20 € pour rembourser 100 €. Je pense que tout le monde voit où est le problème. Donc le raisonnement qui nous est proposé ici est faux. Point. Fin de l'histoire. Bon, je vais arrêter de me moquer de Madame et je vais maintenant m'atteler à notre sujet du jour. La dette publique et les deux grandes solutions proposées pour répondre à cette question. Tout d'abord, qu'est-ce que la dette publique ? Eh bien, il s'agit de la somme de tous les emprunts souscrits par les différents organismes publics du pays, ce qui inclut l'État, mais également la sécurité sociale, les collectivités locales, ainsi qu'un certain nombre d'administrations. À combien s'élève cette dette ? Nous allons prendre les chiffres de 2019, maintenant mais également pour la suite, tout simplement parce que ce sont les derniers chiffres disponibles. Évidemment, avec le problème du Covid, ces chiffres vont être nettement revus à la hausse. Enfin bon, en tout cas, Eurostat nous informe que à la fin 2019, la dette de l'État français s'élevait à 2380 milliards
d'euros. Ça fait beaucoup. Pour que vous vous rendiez un petit peu compte, il y a 67 millions d'habitants en France, ce qui signifie que chaque Français doit 35 000 euros environ. Ça fait mal, hein? Bon, mais en quoi est-ce un problème, cette dette? Eh bien, la dette en elle-même n'est pas un problème. Le problème, c'est la manière dont elle se forme. Et c'est l'occasion de vous parler de la question du budget. Comme vous pouvez le voir sur cette magnifique illustration qui nous est très généreusement fournie par la direction du budget, l'État gagne tous les ans 230 milliards d'euros et en dépense 340. Ce qui signifie qu'il y a un déficit annuel de 110 milliards d'euros. Bon, ça c'est pour l'année 2019 encore une fois, hein. Donc on est hors Covid. Ce que ça veut dire, c'est que si personne ne nous prête cet argent, nous coupons dans nos dépenses de 110 milliards. Et pas sur plusieurs années, pas sur plusieurs mois. Instantanément. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'argent dans les caisses. Et soyons clairs, c'est un phénomène mécanique. Il n'y a aucune forme de négociation, de protestation ou autre qui permettrait de régler le problème. La seule chose qui se passerait, c'est une coupe dans les dépenses. Et justement, où est-ce que cette coupe interviendrait d'après vous? Vous pouvez voir sur le graphique que je vous affiche en ce moment les différentes catégories de dépenses de l'État et leur répartition. On voit qu'il y a deux grosses catégories qui représentent 70% des dépenses de l'État. Ce sont les dépenses de personnel et les dépenses d'intervention. Les dépenses d'intervention, si vous vous demandez, ce sont les allocations sociales. C'est un petit peu plus large que ça, mais basiquement c'est ça. Donc, où est-ce que je coupe? Vous allez me dire, évidemment, la charge de la dette, ce qui nous permet de trouver 42 milliards. Alors, c'est une mauvaise idée, mais j'ai pas envie de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, donc on va considérer que c'est bon. On a trouvé 40 milliards, il nous en faut encore 70. Vous me direz, il y a les dépenses d'opérations financières, à tous les coups c'est de l'emprunt ça. Eh bien pas du tout. C'est l'argent que l'État dépense pour gérer son argent. Là aussi c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous la fais simple. Bon alors les dépenses de fonctionnement peut-être. Ce sont les achats de matériel. Moi ça me semble peu pertinent puisque a priori nos fonctionnaires ont besoin de matériel pour pouvoir faire leur travail. Mais admettons, on va réduire ces dépenses de fonctionnement de 20 milliards d'euros. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Mais admettons. Bon du coup on a encore 50 milliards à trouver. Allez, nos futurs, on supprime les dépenses d'investissement. Bon, du coup, on a encore 40 milliards à trouver. Et là, on a deux solutions. Soit on diminue les allocations, soit on diminue les dépenses de personnel. Même en admettant qu'on répartisse ça de façon équitable, c'est-à-dire 20 milliards pour les allocations et 20 milliards pour les fonctionnaires, eh bien, il faut quand même aller expliquer aux bénéficiaires d'allocations que ces allocations vont baisser de 20%. Et pour les fonctionnaires, il faut soit en licencier un sixième, soit leur expliquer que leur salaire va baisser de 15%. On est d'accord que personne n'a envie de vivre ce que je viens de vous raconter. Et pourtant, là je vous ai fait une version très mignonnette. En réalité, ce serait beaucoup plus hardcore que ça. Eh bien c'est très précisément pour ça qu'on doit gérer cette question du déficit. Parce que c'est ça la vraie question, la question de la dette dont nous parle Madame Sacquet, est très secondaire. Et d'ailleurs, ce qu'elle aborde, ce n'est pas du tout cette question de la dette. C'est celle du déficit. Bon. Pour traiter cette question de la dette, concrètement en France, il y a deux points de vue qui s'opposent. Le premier étant celui représenté par Madame Sacquet, l'autre est celui de toutes les personnes qui ont déjà eu à gérer quelque chose ou à manipuler de l'argent. Commençons par la proposition de Madame Sacquet. Nous allons la laisser nous expliquer tout ça grâce à sa vidéo. Je vais faire des coupes pour rendre ça beaucoup plus synthétique. Néanmoins, je vais m'efforcer de respecter l'esprit de ce qu'elle essaye de nous raconter, sans la ridiculiser. Madame, c'est à vous. L'important pour savoir si la dette d'un État peut être remboursée, ce n'est pas le ratio dette publique PIB, c'est la comparaison entre le taux d'intérêt que le pays paye pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers et l'augmentation de la richesse du pays, son taux de croissance économique. Le taux de croissance du PIB mesure l'augmentation de la richesse que le pays crée. Quand la richesse créée augmente, on dit que nous sommes en période de croissance. Et lorsqu'on est en période de croissance, les pays s'enrichissent, donc les États rentrent automatiquement plus d'impôts et de taxes. Si la richesse augmente plus vite,
les recettes de l'État augmentent plus vite aussi, et donc il n'y a pas de problème pour payer les intérêts. Or, la France emprunte aujourd'hui de l'argent sur les marchés financiers à taux 0 à court terme et à 0,05% sur 10 ans. Donc la France emprunte gratuitement, ou presque. Donc logiquement, on n'a pas besoin de beaucoup de croissance pour que la dette soit remboursable. Il suffit que la croissance soit un tout petit peu au-dessus de zéro. Et tant que les taux d'intérêt des marchés qui prêtent l'argent n'augmentent pas, tout va bien. Et normalement, ces taux d'intérêt ne montent pas très haut. Parce que, contrairement aux ménages, les États ont normalement un super garant qui s'appelle la Banque centrale. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, les banques centrales garantissent le remboursement de la dette publique. Il leur suffit d'appuyer simplement sur un bouton pour créer de l'argent à volonté. Ceci rassure ceux qui ont acheté la dette, puisqu'ils sont sûrs d'être remboursés, quoi qu'il arrive. Dans ces conditions, que fait-on avec la dette? Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? La réponse est non. Que la dette publique n'a strictement rien à voir avec celle d'un ménage. À l'inverse d'un ménage, l'État est éternel. Il peut donc réemprunter de l'argent au moment où une dette doit être remboursée. Le premier danger, ce dont on doit avoir peur, c'est donc la remontée de ces taux d'intérêt. Le deuxième danger majeur est la mise en œuvre de politiques de baisse des dépenses publiques qui feraient, comme cela avait été le cas après 2009, chuter le PIB et donc exploser le rapport entre dette et PIB. Contrairement à un ménage, un État qui dépense plus, c'est aussi un État qui rentre plus d'argent. Si je donne plus d'argent aux ménages pauvres, par exemple, ils vont le dépenser. C'est ce qui va faire tourner les entreprises qui paieront donc plus de taxes. Si l'État commande du matériel pour les hôpitaux, cela fait tourner les entreprises du secteur qui vont elles-mêmes payer des fournisseurs, etc. Tout cela va automatiquement faire augmenter les recettes. La dépense publique a donc un impact positif sur le PIB, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur. Quand tout va mal, comme c'est le cas aujourd'hui, ce multiplicateur de la dépense publique est haut, donc 100 € de dépense publique fait augmenter le PIB de 130 ou plus. A l'inverse, quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'augmenter les dépenses pour stimuler l'économie. Donc à mon sens, on a vraiment besoin de dépenses publiques. À court terme, toutes ces dépenses permettront de générer de la croissance, qui permettra très largement de rembourser la dette si la politique monétaire fait son travail pour maintenir des taux bas ou si le traité de Maastricht est enfin révisé. On est face au gloubi-boulga habituel avec lequel on nous ennuie depuis des années, à savoir une augmentation des dépenses qui est supposée entraîner une augmentation des revenus, un petit coup de planche à billets et le tour est joué. Globalement, l'idée est de parier sur une augmentation des revenus de l'État. Bon alors, on va atterrir un petit peu et on va rappeler un petit détail. Le budget de l'État est de 229 milliards d'euros. Les dépenses de l'État sont de 338 milliards d'euros. Ce qui signifie que nous avons un déficit de 108 milliards d'euros tous les ans. Et ça, ce sont les chiffres 2019. Donc le Covid n'était pas encore passé par là. Ce que ça veut dire, c'est que pour que l'idée de Madame Sacquet fonctionne, il faut que les revenus de l'État augmentent de 50%. Ça me paraît beaucoup, hein. Ça fait quand même 100 milliards d'euros. Évidemment, même si on se donne plusieurs années pour atteindre cet objectif, c'est peu crédible. Et c'est d'autant moins crédible que je n'ai jamais vu un tableau de financement. Ensuite, il y a un deuxième petit problème, c'est que si ce fameux multiplicateur existait, et qu'une dépense de l'État générait plus de revenus, même dans le futur, eh bien par définition, cette dette ne devrait pas exister. Et oui, si comme Madame Sacquet nous l'a dit, 1 euro dépensé par l'État génère 1,30 € de revenus, dans ce cas, les excédents générés permettraient normalement de combler les déficits et de rembourser les dettes. Sauf que la dette existe et que ça fait presque 50 ans qu'on n'a pas eu un budget à l'équilibre. Du coup, le modèle et la solution présentée par Madame Sacquet et Monsieur Lang ne fonctionnent pas. Et les 50 dernières années l'ont prouvé. Donc pourquoi est-ce qu'on poursuivrait dans cette voie? Eh bien en fait, il n'y a pas de raison, et il y a même toutes les raisons de faire l'inverse. Bon, évidemment, si Madame Sacquet ou Monsieur Lang ou même n'importe qui d'autre qui soutient ce genre d'idée souhaite me donner tort, c'est très facile. Il suffit de me donner un budget prévisionnel. Bon, évidemment, je suis un petit peu taquin. Ceux qui suivent mes vidéos commencent à le savoir. Je lance des défis qui ont l'air très simples comme ça, mais qui en réalité ne sont pas relevables. Ici, si on essaye de mettre des chiffres en face de ce que Madame Sacquet ou Monsieur Lang disent, on arrive à des aberrations sans nom. Sur ce, passons à notre deuxième solution pour gérer les déficits. La réduction des dépenses.
Il n'est pas raisonnable de tabler sur une augmentation des revenus de l'État pour régler notre problème de déficit. Donc il faut réduire les dépenses. Reprenons notre budget. Nous avons 110 milliards, soit un tiers du budget qui est financé par l'emprunt. Évidemment, on ne peut pas accumuler des déficits pendant des milliers d'années, et surtout des déficits aussi importants, que ce soit en proportion ou en volume. Et ça, même Madame Sacquet et même Monsieur Lang sont d'accord là-dessus. Et ils ont raison. Cette question du déficit va être réglée. Que nous la réglions nous-mêmes en rationalisant nos déficits, ou que les marchés financiers la règlent en refusant de nous prêter de l'argent. Bon alors j'entends votre contre-argument, et Madame Sacquet va d'ailleurs le dire pour nous. Celles et ceux qui essaient d'utiliser la peur de la dette pour mener des politiques néolibérales et imposer de nouvelles réformes douloureuses, comme des coupes dans la santé, l'éducation, l'université. On va rappeler qu'équilibrer notre budget n'est pas une option. Soit nous équilibrons notre budget, soit les marchés vont l'équilibrer. Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est un point important. Bon, ensuite, parlons de ces fameuses politiques néolibérales de diminution des services publics. Si je puis me permettre, imaginer que nous ne pouvons pas réduire nos coûts implique que nos services publics fonctionnent de façon optimale. Je veux pas être méchant, mais ce n'est pas le cas. Je vais me permettre de rappeler que l'argent public, c'est votre argent. Et que donc, on doit s'assurer qu'il est bien dépensé. Ça veut dire éviter les gaspillages notamment. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de la Cour des comptes. Institution vénérable, dont l'objectif est de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Parce que oui, on n'a pas attendu Madame Sacquet ou Monsieur Lang pour se pencher sur cette question des déficits. Les observations essentielles concernant l'année 2019 portent sur le traitement de l'insuffisance rénale, la Cour des comptes ayant remarqué que, curieusement, les établissements de santé qui se focalisent sur la dialyse, une méthode de traitement de cette affection, sont littéralement 3 fois plus rentables que les autres établissements de santé, sans qu'on réussisse réellement à comprendre pourquoi. Alors on parle de 3 milliards d'euros, donc c'est peut-être une bonne idée de se pencher sur la question. Autre point totalement néolibéral évidemment, la sécurité maritime. La Cour des comptes déplore que cette mission soit assurée par 2 administrations, et elle souhaiterait voir ces 2 administrations fusionner en une seule. Bon allez, un dernier exemple et on arrête. La Cour des comptes s'est penchée sur le cas des cantines scolaires, et elle s'est rendue compte, d'une façon incroyable, qu'en fonction du maire, la qualité de la gestion est plutôt variable, et qu'il serait souvent souhaitable de regrouper les cantines scolaires de plusieurs communes en une seule, afin d'avoir des économies d'échelle. Bon, on va s'arrêter là. Vous aurez compris que des sources d'économies qui sont identifiées, il y en a. Et je vais insister encore une fois là-dessus, c'est votre argent qu'on dépense. Donc on ne doit pas le gaspiller. Madame Sacquet, elle est bien gentille à vous parler de services publics. Mais la question qui se pose est toujours la même. Est-ce que vous avez les moyens de les payer ? Et si vous avez les moyens de les payer, est-ce que vous avez envie de payer ? Reprenons notre budget. Nous avons 110 milliards de déficit. Ce qui veut dire que si on veut revenir à l'équilibre, et qu'on table sur une augmentation des recettes, chaque Français doit verser à l'État, en plus de ce qu'il verse déjà, tous les ans, 1 600 €. Ça fait 136 € par mois. Si vous êtes au SMIC, ça veut dire qu'on vous baisse votre salaire de plus de 10%. Est-ce que vous acceptez ça ? Est-ce que ces fameux services publics dont Madame Sacquet vous parle, ça vaut le coup ? Ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt plus pertinent de demander des explications sur ce qui va être financé et ensuite éventuellement d'arbitrer ? Arbitrer voulant dire couper dans les dépenses. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Je pense que vous aurez compris mon point de vue sur la question de la dette. Néanmoins, le point important n'est pas celui-là. Le point important est que la vidéo de Madame Sacquet et de Monsieur Lang ne comporte aucun chiffre ou aucune méthode de calcul. Le montant de la dette n'est même pas évoqué. Si on vous parle d'argent sans donner de chiffres, au mieux on est en train de vous raconter n'importe quoi, et c'est ce qui s'est passé ici. On nous raconte n'importe quoi. Tout ce que nous raconte Madame Sacquet est faux. Néanmoins, cette vidéo a plus de 99% d'avis positifs. Donc rappelez-vous, si on vous parle d'argent, on doit vous donner des chiffres.
Sur ce, bonne journée. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro,